Myriam Badawi, on va dire, elle est folle. Bon. D'ailleurs, ça c'est intéressant. La première fois qu'elle voit le juge d'instruction, elle lui dit, vous savez, monsieur le juge, voir des cassettes pornographiques tous les soirs, ça rend fou. Effectivement, ça rend fou. Bonjour Gilles Antonovitch. Bonjour. Vous êtes avocat et vous êtes l'auteur du livre « L'histoire d'un désastre » aux éditions Max Milo, une réelle plongée dans l'horreur de l'affaire d'Outreau. En quoi est-ce un désastre? Oh là là, c'est un désastre. C'est un désastre multiple. Parce que c'est un désastre judiciaire, ça c'est clair. Mais ce n'est pas qu'un désastre judiciaire, c'est aussi un désastre culturel, c'est un désastre moral, c'est un désastre institutionnel. C'est un symptôme pour moi, Outreau. C'est le symptôme d'une société qui ne va pas bien. On a dans cette affaire, enfin pour résumer un petit peu l'affaire, pour la présenter, on a des personnes qui vivent d'ailleurs dans un coin qui n'est pas du tout désagréable, hein, parce qu'Outreau, c'est pas du tout désagréable. C'est quand on voit les images, enfin aujourd'hui l'immeuble est détruit, mais quand on voit les images, bon, bah, y a des jeux pour enfants en bas, il y a des balançoires, on voit la mer pas loin, c'est pas la misère, hein, c'est pas la misère. Mais dans cet immeuble vivent un certain nombre de gens qui certainement travaillent, mais il y a aussi beaucoup de gens qui ne travaillent pas, qui ne vivent que d'allocations familiales, et dont la principale activité, c'est notamment ce qui se passe au 5e étage, au sein de la famille Delay, où on a un père qui s'appelle Thierry Delay, qui boit 1 litre de pastis par jour, qui boit 4 ou 5 litres de vin, ou qui boit je ne sais combien de canettes de bière, et qui regarde des films pornographiques toute la journée. Voilà. Alors si le temps libre, puisqu'en ce moment on nous parle de temps libre à propos des retraites, etc., bon, ça sert à ça, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Et ce qui est malheureux, c'est que on voit très bien dans ce dossier qu'un des personnages principaux de cette histoire, c'est la cassette pornographique. La cassette pornographique, c'est quelque chose qui relie beaucoup de personnes concernées par l'enquête et les enfants. C'est pour ça que je parle de désastre culturel et moral à ce niveau-là. Et ça a eu une influence directe sur la façon dont les événements se sont déroulés finalement. Alors l'effet au départ, si vous voulez, c'est assez simple. On est au 5e étage de l'immeuble, on a une famille où le père est alcoolique, violent, où la mère se plaint toute la journée auprès de ses voisines, il y a toujours quelque chose qui ne va pas, mais elle ne travaille pas, elle ne fait rien, elle a tendance un petit peu à être forte, un peu obèse. Et puis 4 enfants qui ont des comportements à l'école, qui ont des comportements tout à fait inadaptés. On voit bien qu'il y a des problèmes au sein de cette famille. Mais là aussi, c'est un symptôme du désastre. Les médecins, parce qu'ils sont souvent hospitalisés, ces enfants, puis ils ne sont pas hospitalisés pour n'importe quoi. Ils sont hospitalisés parce qu'ils ont des diarrhées avec du sang, parce qu'ils ont des infections au prépuce, parce que... voilà, hein, bon, ils ont des... Mais les médecins diront plus tard, oui, effectivement, il y avait des problèmes, mais pris isolément, c'était des pathologies ou des infections qui pouvaient s'expliquer pour des tas de raisons. Sauf qu'ils auraient dû prendre ça globalement, parce que c'était les 4 enfants qui étaient concernés, en fait. Donc, ils auraient quand même pu se poser des questions, ils ne l'ont pas fait. De la même façon, à l'école, on voyait bien qu'ils avaient des comportements complètement ahurissants, quoi. C'est-à-dire que, enfin, parler crûment, mais c'est dans le dossier. Dimitri, il a, je sais pas, 4 ans ou 5 ans, et il demande à sa petite copine à l'école, et ta mère, elle suce. Bon, ça pose question quand même. Hein. Les instituteurs font des signalements. Les services sociaux font des enquêtes. Ils saisissent le juge des enfants, ils en parlent au parquet. Mais ça ne donne rien pendant des années. Ça ne donne rien. Et on voit souvent dans les rapports, par exemple, une employée de l'aide sociale à l'enfance dit « Je pouvais entendre que le parquet classe sans suite mon signalement, je pouvais entendre qu'il ait une autre appréciation que moi. » Ils pouvaient entendre des tas de choses, ces gens-là.
C'est-à-dire, une fois, ils étaient cantonnés, en fait, dans leur petite fonction. Ils pensaient avoir fait leur travail. Ils avaient une vision très fonctionnaire de leur métier, finalement. Ils ne revenaient pas à la charge. Et donc, ça a duré plusieurs années, quand même, où effectivement, on voyait bien qu'il y avait un problème. Mais rien ne se dénouait, et surtout, les enfants continuaient d'être au sein de la famille. Parce qu'il y a une religion aussi, ça c'est peut-être qu'il faut en dire un mot, il y a une religion dans la magistrature, enfin c'est le code qui invite les magistrats à agir comme ça, c'est de préserver le lien familial. Voilà, ça c'est une espèce de religion, il faut préserver le lien familial autant qu'on peut. Alors on a préservé le lien familial. Jusqu'au jour où M. Delay a été pris d'une espèce de crise de violence absolument terrible, il a tout balancé par la fenêtre du 5e étage, le mobilier, il a failli jeter Jonathan Delay par la fenêtre, enfin une espèce de crise de délirium très mince, quoi. Bon, et là on a dit, là il y a un problème, là ça va plus, on les place. Et on les a placés. Et comment l'histoire a surgi? Eh bien, elle a surgi d'une façon très logique, finalement, vu le contexte. Jonathan Delay, puisque c'est lui qui a parlé le premier, Jonathan Delay, dans sa famille d'accueil, un jour, sa famille d'accueil lui dit qu'est-ce que tu pourrais regarder à la télévision, une cassette, enfin un film, quelque chose. Et alors, il regarde ce qu'elle a. Bon, elle a peut-être des dessins animés, des trucs comme ça, mais ça ne l'intéresse pas. Et il dit où tu ranges tes cassettes porno? Il a 5 ans, 6 ans. Donc là, il se dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire, quoi? Il y a un problème, quoi. Alors après, c'est ça qui est extraordinaire, où tout le monde reste quand même dans sa fonction. C'est que le juge des enfants dira, oui, je savais, mais je leur avais dit de pas de les enlever, qu'ils soient plus... enfin voilà, enfin... donc il parle. Et donc là, il y a une enquête qui va commencer. Alors, je ne veux pas... C'est trop long de raconter toute l'enquête, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que... Et ça, c'est très important. Quand il y aura une perquisition au domicile des Delay, on va trouver 300 cassettes. 200 cassettes pornographiques, 100 cassettes de films d'horreur. Il faut savoir, par rapport aux films d'horreur, parce que ça aussi c'est important, que le père Delay est un collectionneur. Il collectionne des crânes. Il a été condamné d'ailleurs pour un délit de violation de sépulture. Il va dans les cimetières, je ne sais pas comment il se débrouille, il ramasse des crânes, des bouts d'os, je ne sais pas comment. Enfin bon. Et il les expose chez lui. Et les enfants, ils vivent... Enfin, vous voyez l'ambiance, quoi. Vous voyez l'ambiance. Dans sa passion de collectionneur, il a étiqueté tous les films pornographiques qu'il a à son domicile. Et c'est des films, c'est important de le dire parce que ça va avoir des suites, des conséquences. Il y a, par exemple, les films Partouze. Il y a les films Zoophilie. Il y a les films Femmes enceintes. Et Jonathan Delay le dit très bien dans le documentaire, ça tournait en permanence. Les enfants, donc ils ont entre 2 et 6 ans, 8 ans pour le plus vieux, mais le plus vieux, il n'est pas là parce que lui, il a été placé, c'est pas le vrai fils de M. Delay, enfin je ne rentre pas dans ces détails-là, mais il voit ça en permanence. L'enquête, elle démarre sur ces bases-là. Au départ, ça ne concerne que Myriam Badawi, la mère, et Thierry Delay, le père. Et puis les enfants citent d'autres noms. Alors, le cercle s'étend d'abord à leurs voisins du 5e étage qui s'appellent Aurélie Grenon et David Delplanque. Et eux, ils vont reconnaître les faits. Ils vont reconnaître qu'effectivement, ils ont participé à des partouzes avec les parents de Delay et les enfants. Et puis, les enfants parlent d'autres personnes, mais surtout, ce qui est important, parce que moi, je ne considère pas les enfants, encore une fois, comme des menteurs. Pas du tout. Aurélie Grenon, David Delplanque et Myriam Badawi, tous les trois, vont citer d'autres noms, d'autres gens. Et quand les enfants vont citer des noms, parce que les enfants, eux, quand ils s'expriment, c'est là où on a commis un impair. C'est qu'en fait, ce qu'ils expriment, c'est leur traumatisme. Par exemple, à un moment, on va parler du meurtre d'une fillette. L'affaire dans l'affaire qui va faire enflammer la presse à l'époque, etc. Ça va être une affaire Dutroux à la française. Bon. Quand ils vont parler, par exemple, eux, de la fillette, en disant que oui, ils ont vu une petite fille qui a été tuée chez eux, etc., etc. Bon, il ne faut pas prendre ça au pied de la lettre. Il faut prendre ça comme l'expression d'un traumatisme, ce qu'ils ont vu. Ils mélangent tout. Ils mélangent les viols physiques dont ils ont été les victimes avec les viols psychiques. Parce que voir ça à cet âge-là,
Je veux dire, enfin, moi, je ne suis pas psychologue, mais interroger des psychologues, ils vous diront c'est pareil. C'est la même chose. C'est le même. Bon, voilà. Donc, ils ont fait que raconter ça. C'est ça qu'ils ont raconté. Dans cette histoire, l'erreur, ce serait de dire que les enfants sont des menteurs. Ils mentent pas. Ils ont puisé ce qu'ils ont dit. Alors, effectivement, avec leurs mots, de manière tout à fait pagailleuse. En plus, souvent interrogés par des adultes qui voulaient à tout prix leur dire « Mais est-ce que tu es sûr que tu as tout dit ?» Enfin, qu'ils les ont incités. D'ailleurs, souvent dans les PV, on voit, enfin, ce n'est pas des PV, mais c'est des rapports des enquêteurs sociaux ou des assistants sociales ou des aides maternelles, des nourrices qui les ont à domicile. Elles écrivent en insistant un peu. Alors effectivement, on insiste un peu, et puis l'enfant, il dit par exemple, je ne sais pas, un tel, il m'a fait... je sais pas, il m'a fait des manières. Voilà. C'est un mot qui revient souvent, ça ne veut strictement rien dire, il m'a fait des manières. Alors on insiste un peu. Et en fait, l'enfant, il finit par répondre à la demande des adultes. Les adultes comprennent qu'ils ont envie d'entendre quelque chose. Donc lui, il va puiser, encore une fois, dans cette espèce de magma absolument épouvantable, dégueulasse, dans lequel il baigne depuis qu'il est né, quoi. Enfin, voilà. Du 5e étage, on va vite passer au 3e, au rez-de-chaussée. Il y a des tas de noms qui vont être cités. Et puis, il y a un juge qui va... mettre en examen les uns les autres en s'appuyant sur les déclarations des enfants et surtout sur les déclarations de Myriam Badaoui, la mère, d'Aurélie Grenon et de David Delplanque, qui, pour des raisons qu'on n'arrive même pas à comprendre d'ailleurs. Myriam Badaoui, on va dire, elle est folle. Bon. D'ailleurs, ça c'est intéressant, la première fois qu'elle voit le juge d'instruction, elle lui dit « Vous savez, monsieur le juge, voir des cassettes pornographiques tous les soirs, ça rend fou. » Ça, effectivement, ça rend fou. Mais les deux autres, on ne comprend pas les raisons qui ont pu les pousser pendant 3 ans à soutenir des accusations qui étaient fausses, parce que eux, ce sont vraiment des menteurs. Aurélie Grenon, par exemple, elle a été interrogée 27 fois par le juge, dont une dizaine de fois seule à seule. Elle aurait pu quand même dire, à un moment ou à un autre, aidé peut-être par son avocat, qui devait quand même commencer à se dire qu'est-ce que c'est que cette histoire, elle aurait peut-être pu dire tout ça, c'est des mensonges. Non. David Delplanque, c'est un ancien parachutiste, il mesure 1,95 m, plutôt costaud. Pareil. Pourquoi ? C'est incroyable, quoi. C'est incroyable. Parce que le juge ne les a pas torturés, quoi. Hein ? Après, on est tombé sur le juge Burgot. Alors, effectivement, il a fait des bêtises, il a fait des erreurs. Mais enfin, on l'a aidé, quand même, à commettre ces bêtises et commettre ces erreurs. Et eux, ils sont vraiment responsables. Leur responsabilité dans le fiasco judiciaire, elle est extrêmement importante. Est-ce qu'on peut résumer l'affaire d'Outreau dans cette formule « un juge incompétent, un enfant fou et une mythomane » ? Bien sûr que non. Bien sûr que non, pour les raisons que je viens de vous expliquer. Un juge incompétent, oui, par moments, il est incompétent, ça c'est sûr. Il est enfermé, le juge. Il est trop seul, le juge. Il est enfermé dans sa tour d'ivoire, c'est trop pour sa tête, il n'a pas une expérience suffisante, il vient d'être placé c'est son premier poste, il sort de l'École nationale de la magistrature, il n'a eu aucune expérience pratique des choses, et je crois qu'il est effectivement bouleversé par tout ça. Il faut savoir aussi quand même, ça c'est important, que ce n'est pas un dossier isolé. Je crois qu'il a 150 dossiers en tout, et sur les 150 dossiers, il en a peut-être une cinquantaine qui sont des affaires de cet ordre-là. Il faut savoir que 70% des dossiers en cour d'assises dans le Pas-de-Calais, c'est des affaires de viol. 70%. Donc, il se dit, c'est du domaine du possible, quoi, tout ça. Je crois que c'est quelqu'un qui est extrêmement introverti, qui s'est enfermé dans son bureau, qui à certains moments a manifestement oublié d'instruire à charge et à décharge, comme l'on dit. Mais c'est vrai qu'il y a été incité par des tas de... Mais ça, ce serait très compliqué, je ne vais pas aller là-dedans parce que c'est un peu trop juridique, si tu veux, l'absence du parquet, etc. Enfin bon, c'est vrai que dans la pratique judiciaire, les juges d'instruction sont poussés par nature à instruire à charge et pas à décharge.
Pourquoi? Parce que l'accusation ne vient jamais dans les bureaux des juges d'instruction. Elle ne participe jamais aux auditions des personnes qui sont mises en examen. Jamais. Le juge, il a affaire à l'avocat de la défense et au type qui l'interroge. Voilà. Et à la personne qui est mise en examen. Donc, de fait, il se conduit en accusateur. Si l'accusation était là, pour poser des questions, comme le fait l'avocat de la défense, ma foi, il aurait une position de retrait. Il aurait une distance. Là, il n'en a pas du tout. Il est le procureur, en fait, dans son bureau. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est mettre à la décharge de Burgot. Mais maintenant, il y a des interrogatoires de Burgot qui posent vraiment question, quoi. Parce que comment sont arrivés dans la procédure les noms de Daniel Legrand, le nom de l'huissier Marécaux? Ça, franchement, il dit qu'il n'a pas soufflé les noms. Bon, il le dit. On a peine à le croire. Donc vous écrivez qu'à l'époque, dans les couloirs du palais de justice, je vous cite, « Certains accusés, disait-on, s'en seraient bien tirés, d'autres auraient même toutes les raisons de les faire brûler un cierge à Notre-Dame. » Ouais. C'est-à-dire? Ah ben, c'était ce qui se disait, ça courait, c'était les rumeurs. C'était les rumeurs et ça, c'est venu du fait que mais ça aussi c'est un peu technique, hein, je suis désolé, mais c'est venu du fait que le parquet n'a pas fait appel du verdict de Saint-Omer. Donc rappelez les faits des procès finalement, qui a été condamné et qui a été reconnu comme victime. Alors à Saint-Omer, on a 4 personnes qui sont condamnées. Thierry Delay, 20 ans de prison, de réclusion. C'est le maximum. Myriam Badaoui, 15 ans. David Delplanque, je crois, 6 ans de mémoire, hein. Et Aurélie Grenon, 4 ans. Vraiment pas cher payé. Bon. Et ce qui est très important, c'est ça qui va créer la confusion, c'est que Thierry Delay et Myriam Badaoui sont condamnés sur des faits de viol, naturellement, de corruption de mineurs et de prostitution sur 12 enfants. Qui sont les clients? Les clients, à Saint-Omer, ce seraient notamment les Lavier, le couple Lavier qui habite au 3e, est également condamné. Ce serait sans doute également l'abbé Vielle, ce serait, on sait pas, Daniel Legrand, enfin on ne sait pas trop qui ça serait d'ailleurs, parce qu'à l'époque on ne motivait pas les verdicts de cour d'assises. Mais ils sont condamnés pour ça. 12 enfants victimes et des faits de prostitution, notamment. Et le parquet ne fait pas appel de ce verdict. Et ni Myriam Badaoui, ni Thierry Delay, ni évidemment Grenon et Delplanque, qui s'en sont tirés vraiment bien, ne font appel non plus. Ce qui fait que cet aspect du dossier cet aspect du verdict devient définitif. On ne peut plus le remettre en cause. C'est définitif, parce que personne n'en fait appel. Ils sont 17 à comparaître à Saint-Omer. Donc il y a les 4 qui sont condamnés, et puis il y en a 6 qui vont également être condamnés et qui vont faire appel. Donc 6 et 4, 10, et il y en a 7 qui sont acquittés à Saint-Omer. Bon. Il n'y a que les 6 qui sont condamnés à Saint-Omer qui font appel de leur jugement, du verdict les concernant. Ce qui fait qu'à Paris, on ne rejuge que ces 6-là. On ne rejuge pas Madame Badaoui, on ne rejuge pas Monsieur Delay, on ne rejuge pas les Delplanque-Grenon. Alors après, les 6-là vont être acquittés à Paris. Ils sont acquittés. Donc les faits de prostitution dont je parlais, en fait, il y a une contradiction, parce qu'il n'y a plus de clients, puisqu'eux, ils sont acquittés à Paris. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est un peu compliqué, cette histoire. C'est pour ça que j'ai écrit un livre, d'ailleurs. C'est un peu pour expliquer tout ça, parce que c'est vrai qu'il faut comprendre ça, quoi. Donc, la condamnation pour prostitution, elle est inscrite dans le marbre, mais il n'y a plus de clients, puisque tout le monde a été acquitté. N'importe quoi. Si on avait rejugé tout le monde, les Delay n'auraient plus été condamnés pour prostitution. Ils auraient été juste condamnés, parce que c'est déjà pas mal, pour viol sur leurs enfants et corruption de mineurs, c'est tout. Mais on ne serait pas allé plus loin, vous comprenez? Et les 12 enfants victimes, c'est pareil, parce que parmi ces 12 enfants, il y en a un certain nombre qui accusaient des personnes qui ont été acquittées à Paris.
Alors ces enfants-là, peut-être que également, ils n'auraient pas été considérés comme des victimes. Or, ils l'ont été. Et alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a une embrouille. Et c'est pour ça que personne n'y comprenait rien. Moi, c'est pour ça d'ailleurs que je me suis intéressé à l'affaire. Parce que je n'y comprenais rien à cette affaire. J'avais écrit un livre chez Odile Jacob en 2001 qui s'appelait Agression sexuelle, la réponse judiciaire, parce que quand vous faites du pénal, moi je faisais du pénal, forcément vous plaidez beaucoup de dossiers de cette nature, parce que de toute façon, encore une fois, c'est entre 30 et 70% des audiences en cour d'assises, c'est ça. Dans le Pas-de-Calais, c'est 70%, mais sur la France entière, on doit être à 40%. Hein, voilà. Ouais, non, mais c'est ça. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a évacué enfin, on a enlevé du rôle des cours d'assises. Il y a eu une réforme. Maintenant, il y a des tribunaux criminels départementaux où des magistrats professionnels vont juger tous les crimes qui ne dépassent pas 20 années de prison. Ce qui permettra, tous les viols, maintenant, ne seront plus jugés par des jurys populaires. Ça sera jugé que par des magistrats. Voilà. Hein. Tellement il y en a. Ça s'explique, ce chiffre absolument ahurissant. Et ça fait partie du désastre que j'appelle le désastre culturel et moral. C'est l'importance de la pornographie dans notre société. On ne s'en rend pas compte. Il y a un rapport qui est sorti au mois de septembre 2022, un rapport du Sénat qui a été écrit par Madame Rossignol notamment et puis 3 autres sénatrices, qui fait suite à un autre rapport qui avait été écrit en 2013 par Chantal Joanneau. Elle disait déjà la même chose et on voit qu'en 10 ans d'ailleurs il ne s'est rien passé. Mais les chiffres sont quand même très très inquiétants. À savoir que la France est le 4e pays consommateurs de vidéos porno après les États-Unis, le Royaume-Uni, le Japon, devant l'Italie. Il y a 19,5 millions de Français qui se rendent au moins une fois par mois sur ces plateformes. 19,5 millions, dont 2,5 millions de mineurs. 70% ou 75% des garçons regardent leur premier film porno à l'âge de 9 ans. 18% des filles à l'âge de 11 ans. Le budget du principal producteur français qui s'appelle Marc Dorcel, le chiffre d'affaires, 8 milliards d'euros. C'est le budget de la justice, du ministère de la Justice. 27% du trafic vidéo en ligne, c'est du porno. Ça, c'est les chiffres du Shift Project de Jean-Marc Jancovici, dont le nom vous dit peut-être quelque chose. Bon. Et ça représente 5% d'émissions de gaz à effet de serre. Pas si vous voyez, pour le numérique. C'est quand même lourd. Oui, ça aussi, c'est dans le rapport, c'est quand même intéressant. Sur les 15 plateformes ou sites, je ne sais jamais ce qu'il faut dire, peu importe, les plus fréquentés au monde, le premier c'est Google, le deuxième c'est YouTube, le troisième c'est Facebook, Amazon est 16e. Dans les 15, il y en a 3, c'est des plateformes de porno. Et le plus important, qui s'appelle YouPorn, je crois, c'est 220 000 vidéos à la minute. Ça donne quand même... Enfin, on voit là dans quoi on baigne, quoi. On ne se rend pas compte. Ça a des effets, mais délétères, tout ça. On ne peut pas considérer que c'est anodin. Et moi, je suis navré de voir à quel point les politiques considèrent que c'est anodin. Je me rappelle d'une émission avec Laurent Wauquiez chez Thierry Ardisson. Alors Laurent Baffy était là toujours pour poser des questions un peu embarrassantes et alors il lui avait demandé et vous allez voir des vidéos sur YouPorn, et Laurent Wauquiez avec d'une niaiserie, un rire d'une niaiserie absolue, qui répond bah oui comme tout le monde, alors que c'était l'occasion ou jamais justement pour dire ça c'est un problème, là il faut faire quelque chose, etc., etc. Quelle médiocrité. Quel est le mystère derrière la mort de François Braumant ? Pour revenir aux faits. Il n'y a pas de mystère, hein, en fait. François Braumant, c'est quelqu'un qui avait déjà fait de la prison pour vol. Et là, il s'est retrouvé en prison pour viol. C'est pas pareil du tout. La manière dont on est accepté en prison pour un voleur et pour ce qu'on appelle un pointeur, c'est pas du tout pareil. Et je crois qu'il a extrêmement mal vécu, qu'il a même été peut-être... il a eu... peut-être des problèmes avec des détenus à ce sujet-là. Et donc, ce que disait l'abbé, c'est qu'on l'a mis à l'infirmerie, on lui a administré des doses assez importantes de calmants, etc., et qu'il est mort d'une surdose médicamenteuse. Mais enfin, il n'y a pas de suicide.
Il ne s'est pas suicidé. Voilà. En quoi l'affaire Doutreau est une affaire d'État? Ah ben, c'est une affaire d'État parce que... C'est Libération qui l'a comparé à l'affaire Dreyfus. Oui, non, ça, il ne faut pas exagérer. Hein. Non, c'est comme Florence Aubenas quand elle nous dit qu'il y a eu une rafle d'enfants, etc. Enfin bon, là, il faut arrêter là. Oui, non, l'affaire Dreyfus n'a rien à voir avec l'affaire Doutreau. C'est devenu une affaire d'État parce que l'État a voulu en faire une affaire. Parce qu'on s'est dit, on va régler leurs comptes au juge d'instruction. Voilà. C'est ça l'idée du pouvoir, au départ. Le juge d'instruction, c'est un emmerdeur. C'est un empêcheur de tourner en rond. C'est un type qui a mis en examen des tas de politiques dans des affaires de financement de partis, etc. etc. Et donc, voilà. Il n'est pas bien aimé sur le plan politique. Donc on s'est dit, voilà, on a une occasion pour s'en débarrasser. Alors on en a fait des tonnes, parce que ce qu'il faut dire aussi aujourd'hui, c'est que ça continue. Il n'y a pas que les acquittés d'Outreau qui ont fait de la détention provisoire pour rien. Tous les ans, en France, aujourd'hui, en 2023, donc on va prendre les chiffres de l'année dernière, 2022, en moyenne, on a 500 personnes qui sont indemnisées pour une détention provisoire abusive après avoir été incarcérées à tort, puisque leur affaire s'est soldée par un non-lieu, par une relaxe devant le tribunal correctionnel ou par un acquittement en cour d'assises. Et ces gens-là sont indemnisés, ça coûte 10 millions d'euros au budget de l'État. Et l'affaire Doutreau a coûté environ, vous calculez 13 millions, c'est ça? Bien, oui, alors là, ça c'est les Échos qui avaient fait ce calcul, mais alors ils ont tout pris en compte, effectivement. Ils auraient même pu aller plus loin, parce qu'on peut aussi prendre en compte le salaire des assistantes maternelles, etc., etc., etc. Mais juste pour finir sur l'histoire d'aujourd'hui, 500 personnes qui sont indemnisées à hauteur de 10 millions d'euros au budget de l'État. Je note simplement, là on voit quand même un déséquilibre, c'est que la protection des loups en France, il y a 500 loups en France à peu près, eh bien au budget de l'État c'est 35 millions d'euros. On dépense plus d'argent pour protéger des loups que pour indemniser des gens qui ont fait de la prison pour rien. Il y a des chiffres comme ça n'a rien à voir. J'en ai parlé ce matin chez Pro. Je l'ai dit chez Pro, ils m'ont tous regardé en disant « ça n'a rien à voir ». Ben si, c'est quand même intéressant. On se rappelle qu'il y avait des pros et anti-juges Burgot. En quoi les médias ont-ils influencé les différents verdicts? Ah bah énormément, ça c'est sûr. Enfin, ils ont influencé d'abord la détention provisoire. D'abord. Parce que, à force de parler de notables, de réseaux, de pédophiles, etc., l'opinion, parce que quand même l'opinion elle existe, ils n'auraient pas compris qu'on remette les gens en liberté. Hein, donc là, de ce point de vue-là, ils ont appuyé plutôt dans le sens, tous coupables, au départ c'était ça. Hein, bon. Après, ça a complètement changé. Et alors là, ils sont tous innocents. Vous citez justement un journaliste qui dit on gagne au tirage et au grattage. Ouais, ça c'est Balestre, je crois, Gilbert Balestre, qui a écrit ça dans Le Monde diplomatique. Ouais. Les journalistes, si vous voulez, c'est compliqué. Ils ont besoin, c'est ce que dit dans le documentaire, il y en a un qui dit ça. Il dit, matin, midi et soir, il fallait que j'écrive quelque chose. Il fallait que je dise quelque chose. Il fallait que j'en parle. Bon, alors, ils ont fini par créer du réel, si vous voulez, les journalistes. Dans le dossier d'Outreau, par exemple, à un moment, il est question d'un réseau, donc du réseau pédophile qui existerait, et seraient à la tête de ce réseau deux types qui s'appellent Daniel Legrand, père et fils, qui seraient propriétaires d'un sex shop à Ostende. Ça, c'est écrit dans la presse. C'est repris dans tous les journaux. Quand on lit le dossier, d'abord, on s'aperçoit que les Legrand, ils n'ont pas un rond, ils n'ont pas d'argent, le père, il dort dans sa voiture. Enfin bon, mais vraiment, c'est complètement incompréhensible. Là, il y a une faute, effectivement, d'avoir gardé ces gens-là en détention, c'est complètement ahurissant. Et on s'aperçoit surtout qu'Ostende, le nom d'Ostende n'apparaît pas dans le dossier. Vous savez, c'est numérisé aujourd'hui, donc il suffit de taper Ostende. S'il y a une occurrence Ostende, elle sort tout de suite. Hein. C'est une création de la presse. Donc ils ont feuilletonné, ils ont, je mets des guillemets, pissé de la copie. Voilà. Hein, ça s'appelle comme ça. Et des journalistes aussi qui se prenaient pour des juges. Ah ben oui, alors moi, ça, au départ, mais enfin, je n'étais pas encore rentré dans le dossier, je ne connaissais pas le dossier.
Mais au départ, moi, je me rappelle très bien, j'étais devant la cour d'assises de Valence. Je plaidais à Valence, justement, une affaire de viol. Bon. Et j'étais à l'hôtel, et quand je suis rentré le soir, j'ai allumé la télévision et je suis tombé sur une émission de Charles Villeneuve qui s'appelait le droit de savoir, je crois. C'était la veille du verdict. Et le type, c'était le juge, quoi. Lui, il est innocent, lui, il est coupable. Enfin, c'est tout juste s'il ne disait pas les peines, quoi. Ça, c'est très énervant. Moi, ce que j'aime pas, c'est les gens qui sortent de leur rôle. Voilà. Il faut rester dans son rôle, dans sa fonction. Alors, je sais qu'on va parler de Florence Aubenas. Alors, on peut en parler tout de suite de Florence Aubenas. Florence Aubenas, c'est ça que je lui reproche. Je ne lui reproche pas ses qualités de journaliste. C'est une grande journaliste, elle écrit très bien, elle a des tas de qualités, etc., etc. Mais ce que je lui reproche, c'est d'avoir intitulé reportage un livre qui s'appelle La Méprise, qui n'est pas un livre de reportage, parce qu'elle est partiale, elle ne parle pas de tout le monde, elle ne permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles les juges, les personnes qui sont occupées de l'affaire se sont trompées à ce point-là. Il y a des choses qu'elle oublie, il y a des choses dont elle ne parle pas, il y a des choses sur lesquelles elle exagère, par exemple quand elle parle de rafle. Concernant les enfants, il n'y a jamais eu de rafle. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire de comparer le fait qu'il y a une quinzaine d'enfants qui ont été conduits ensemble au même moment pour des raisons très précises, qui sont parfaitement explicables, dans un commissariat de police, d'ailleurs qui sont restés 2 ou 3 heures avec les rafles qui ont eu lieu sous l'occupation. Enfin, c'est complètement démesuré, quoi. Voilà. Vous pointez aussi le rôle des psys, des experts, des assistantes maternelles qui se sont largement trompés en accordant un trop grand crédit à la parole des enfants. Oui, ils les ont incités. Alors, il faut distinguer d'abord les assistantes maternelles et puis les experts, hein, parce qu'ils n'ont pas la même connaissance des choses. Hein. Les assistantes maternelles, c'est vrai que il y a des moments où on se demande qui c'est qui conduit l'enquête, quoi. Elles abreuvent le juge de rapports, et il a dit ci, et il a dit ça, et toujours cette phrase en insistant un peu, bon, on lui fait dire telle chose, enfin bon, elles n'étaient pas formées pour ça, enfin elles sont sorties de leur rôle, bon. Puis il y a les experts. Alors les experts d'Outreau, c'est affligeant. Alors d'abord, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'à l'époque, ça c'est un acquis d'Outreau, on ne parle plus de crédibilité. Les experts étaient chargés de dire si les enfants, si les gens étaient crédibles. Pour un juré, s'il est crédible, c'est que c'est vrai ce qu'il dit, quoi. Voilà. C'est crédibilité et véracité, c'est ça? Voilà, ouais. Bon, là on joue sur les mots. Enfin, il faut voir que le juré populaire, pour lui, si quelqu'un est crédible, c'est qu'il dit vrai. Bon. Donc il y a eu vraiment un usage abusif de ce terme-là. Mais surtout, on a eu des cas d'école. Il y en a un qui s'appelle Serge Raymond. Je ne sais pas ce qu'il est devenu, je ne sais pas s'il est encore expert, j'espère qu'il ne l'est plus, qui était soi-disant une sommité et qui avait été chargé par Burgot, parce que Burgot, il doutait quand même à certains moments, ça se voit très bien. Moi, c'est ça que j'ai essayé de montrer dans le livre quand même. J'ai essayé d'expliquer, parce que ce n'est pas évident. À chaque fois, il n'a pas de chance, Burgot, parce que à chaque fois, il y a un petit truc qui vient lui dire, mais si, c'est peut-être vrai cette histoire. Par exemple, c'est quelqu'un qui n'a pas été finalement mis en examen, mais qui a failli l'être, c'est le médecin. Il y avait un médecin, et puis à un moment, il y a des enfants qui ont dit il me touche le médecin. Bon, a priori, c'est un peu normal hein, que le médecin le touche. Hein. Bon, il n'y a pas de quoi s'inquiéter là-dessus. Mais en insistant un peu, toujours la même chose, l'enfant a fini par dire bon, il fait tel geste qui, effectivement, pose des questions. Puis il était là, il venait aussi au moment dans l'appartement. Enfin bon, Burgot a failli le mettre en examen, ce type. On a fait une perquisition chez lui. Pas de chance, on regarde son ordinateur, et sur son ordinateur, on trouve des trucs porno zoophiles. Alors c'est vrai que je pense que mon médecin, j'espère que mon médecin passe pas ses week-ends à regarder ce genre de trucs, quoi. Donc c'est vrai que pour Burgot, je dis c'est pas de chance, quoi, parce que il se dit oui, peut-être, quoi. Voilà. Il y a toujours des éléments comme ça. Bon. Donc, Burgot doute. Il doute quand même. Et il ordonne une expertise de crédibilité. Alors, pas des enfants, enfin des enfants également, mais également des adultes, des 3 qui mentent comme des arracheurs de dents, mais ça on le saura plus tard, que sont donc Myriam Badawi, Aurélie Grenon et David Delblanc.
il rend son ordonnance pour les charger de cette mission, mettons, jour X, la mission, elle est remplie le jour X plus 6 mois. Mettre déjà 6 mois pour remplir la mission. Le même jour, il rencontre les 3 personnes qui sont sujets de l'expertise, qui sont, pour 2 d'entre elles, Delplanque et Badawi, incarcérées dans 2 prisons distantes l'une de l'autre de 80 ou 100 km, et Aurélie Grenon, elle est en liberté provisoire, elle, dans un coin X. Et en fait, j'ai oublié Daniel Legrand, parce que Daniel Legrand est également, fait partie également de l'expertise de crédibilité. Donc, ils sont 4, en fait, ils ne sont pas 3. Et qui est lui aussi dans une autre prison. Ils font tout ça dans la même après-midi. Je dis « ils » parce qu'ils sont 2, en fait. Ils sont 2 experts. Ils font ça dans la même après-midi. Et le soir même, ils rédigent leurs conclusions, qui font 3 pages. Première page, c'est rappel de la mission. Deuxième page, c'est le déroulé de leur rencontre avec ces 4 personnes. Et la troisième page, c'est pour nous dire qu'ils sont absolument crédibles, qu'il n'y a aucune raison qu'ils affabulent, etc., que tout va très bien. Interrogé par la commission d'enquête parlementaire sur sa pratique professionnelle, M. Serge Raymond répond à la question du rapporteur Philippe Houillon, qui lui dit quand même combien de temps vous les avez vus, vos conclusions sont catégoriques, combien de temps vous êtes resté avec eux? Et il répond 30 ans. Oui, parce que 1 heure, pour moi, c'est 30 ans. Compte tenu de mon expérience professionnelle, compte tenu de mon savoir, compte tenu de tout ça, moi, je vois quelqu'un 1 heure, c'est comme si je l'avais vu pendant 30 ans. Voilà. Une fatuité incroyable. Aucune vergogne, quoi. Vraiment incroyable. Incroyable. En plus, ils rendent, pour certains d'entre eux, alors là, je pense à une autre, mais enfin bon, qui avait expertisé les enfants, un style, on comprend rien. Enfin, si on lit les trucs, enfin, je l'ai mis dans mon livre, enfin, les déclarations qu'elle fait devant la cour d'assises, c'est incompréhensible. Pour le commun des mortels, c'est un langage pour le moins abscon. Voilà. Et puis qui est sans nuance. Est-ce qu'une affaire d'Outreau serait possible aujourd'hui? Ah ben oui, je vous l'ai dit tout à l'heure. Avec les réseaux sociaux Ah ben, de toute façon, bien sûr qu'elle est possible, on n'en parle pas, mais puisqu'il y a 500 personnes tous les ans qui sont indemnisées pour détention provisoire abusive. Moi, j'ai défendu un Somalien qui était accusé d'avoir piraté en Somalie un voilier. Il a fait 3 ans de détention provisoire, 12 mètres carrés, à la santé, avec 3 autres personnes. Il a été acquitté. Moi, je suis intervenu en appel, simplement. Je ne suis pas intervenu avant, mais dans le dossier, il y avait vraiment tout pour que ce type soit... Il n'y avait aucune raison de le maintenir en détention. Aucune raison. Aucune. Il y avait suffisamment d'éléments dans le dossier pour dire ce type-là, ce n'est pas un pirate. C'est un pêcheur qui passait par là et qui a été... Enfin bon, je ne vais pas rentrer dans... Donc oui, effectivement, Outreau, je ne veux pas dire c'est tous les jours. Il y a 70 000, je crois, ou 80 000 détenus en France aujourd'hui. Bon, 500 personnes, on va me dire, ça fait pas beaucoup. Mais enfin, c'est quand même 500 de trop. Est-ce que Akitator, l'avocat Éric Dupond-Moretti, a débuté sa réputation avec ce procès? Alors, je ne veux pas dire qu'il a débuté sa réputation avec ce procès. C'était déjà un pénaliste connu dans le Nord. Dans chaque région, il y a un grand pénaliste ou 2 ou 3 grands pénalistes. Bon, c'était le pénaliste de Lille, quoi, enfin du Nord, grand pénaliste du Nord. Mais sa notoriété nationale, effectivement, elle doit énormément à Outreau. Oui, c'était l'avocat d'une des personnes qui a été acquittée à Saint-Omer. Et Dupond-Moretti, quand même, avait réussi à la faire mettre en liberté provisoire parce qu'il avait eu quand même l'astuce de demander sa mise en liberté pendant les vacances judiciaires. Et pendant les vacances judiciaires, les magistrats de la Chambre de l'instruction, ce n'étaient pas les mêmes. Donc, ça avait été... Parce que la Chambre d'enregistrement,
On dit souvent, je dis j'ai fait un lapsus, la chambre de l'instruction, on l'appelle souvent la chambre de l'enregistrement. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont pris une position sur un dossier, vous pouvez revenir une fois, 2 fois, 10 fois, ce qui a été le cas de l'abbé Viel. L'abbé Viel qui s'est vraiment, je dirais, formidablement défendu lui-même en saisissant, en demandant des mises à la liberté à répétition. Je crois qu'il en a demandé 130. Donc il est allé 130 fois devant la chambre de l'instruction et 130 fois on lui a dit de rester en prison. Dupond-Moretti, donc il a eu la bonne idée de profiter des vacances judiciaires pour demander la mise en liberté de la boulangère, ce qu'il a obtenu. De toute façon, là aussi, au niveau du désastre, on peut parler des avocats, parce qu'il n'y a pas que les magistrats, il n'y a pas que les médecins, il n'y a pas que les assistantes sociales. Vous parlez de l'incompétence Oui, enfin l'absence. Oui, voilà, on a des avocats, on se demande qu'est-ce qu'ils font au barreau pour certains quand même, hein. Au départ. On a des avocats courants d'air, c'est-à-dire des avocats qui rentrent. Il n'y a qu'à lire les PV, il y a un interrogatoire. Donc l'avocat, en principe, il est là pour assister à l'interrogatoire, et puis il sort parce qu'il doit avoir autre chose à faire, et puis il revient. Alors le greffier, maître machin, sort, puis maître machin rentre. Enfin, on dirait comme un truc de théâtre, vous voyez, où les acteurs rentrent, sortent, etc. Non, moi, ça s'appelle ça l'avocat courant d'air. Il y a l'avocat muet aussi, parce que si on est là et qu'on ne pose pas de questions et qu'on ne dit rien, enfin, alors parfois, ce n'est pas nécessaire de poser des questions. Mais enfin, de temps en temps, aussi, enfin, là, il y avait de quoi, il y avait matière à poser des questions. Bon, on ne sert à rien. Il y a un avocat marron. Il y a un avocat aussi qui a demandé des sommes astronomiques au chauffeur de taxi, parce qu'il y a un chauffeur de taxi qui est un notable aussi dans l'histoire. Enfin bon, je raconte ça dans mon livre. Il y a eu ça, il y en a un avocat aussi. Alors celui-là, je pense qu'il a largement abreuvé les journalistes, alors qu'il était un des avocats de la défense, en leur disant que... Enfin, en faisant des fuites pour un peu faire mousser cette affaire. Enfin, je préfère pas m'étendre. Bon, et puis il y a aussi des bons avocats. Mais il y a aussi des avocats qui ont fait durer la procédure inutilement. Alors ça aussi, c'est quelque chose de tout à fait incompréhensible. À un moment, par exemple, quand la chambre de l'instruction rend son arrêt de renvoi devant la cour d'assises, il y avait urgence à aller au procès. Urgence. Eh bien, il y en a qui ont estimé nécessaire de faire un pourvoi en cassation contre cette ordonnance, qui n'avait aucune chance d'aboutir, qui n'avait aucun intérêt, franchement aucun intérêt. Et là, on a rallongé la procédure de quelques mois, et aussi bien on a perdu un tour de rôle, comme on dit, devant la cour d'assises, et peut-être que la détention provisoire s'en est rallongée d'autant. Voilà, donc chacun a eu... C'est pour ça que je parle de désastre, parce que l'incompétence, elle est générale. Alors il y a le juge, bien sûr, pas dire autre chose, il y a des problèmes avec le juge, mais pas que. Ses épaules sont beaucoup trop étroites pour porter la responsabilité de tous les désordres de cette affaire. Voilà, chacun y a malheureusement joué son rôle. Et donc aujourd'hui, une vingtaine d'années après, que sont devenus les victimes et les condamnés? Alors, les condamnés, ils sont tous sortis de prison, les 4. Bien sûr, 4 ans, 6 ans, 15 ans, 20 ans. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que M. Delay a, depuis sa libération, il est atteint de sclérose en plaques, le malheureux. Il avait été mis dans un établissement spécialisé pour sclérose en plaques. Il a trouvé le moyen d'agresser une pensionnaire qui était également malade et il a été condamné à 2 ans de prison pour ça. Le désastre continue, enfin, concernant les condamnés. Concernant les acquittés, bon, ben... On va dire que tous les acquittés, enfin, ça je ne peux pas vous le dire parce que j'en sais rien. Je vois ceux qui sont, en tout cas dans le documentaire, et ben, on voit que ça leur fait du bien quand même de revenir parler de tout ça, de tout ce qui s'est passé. Mais je constate aussi qu'il y a un des acquittés, qui s'appelle donc Franck Clavier, qui a été condamné depuis pour des problèmes de maltraitance envers ses propres enfants et qui va de nouveau être jugé par un tribunal correctionnel à Boulogne au mois de février, je crois, le mois prochain, pour des agressions sexuelles sur sa fille. Donc voilà, alors lui c'est un cas à part, hein, on va dire. Bon. Les enfants, alors la plupart des enfants, je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. Moi, je n'ai entendu parler que des enfants de lait. Et le problème, c'est que je crois qu'ils sont, pour certains d'entre eux, malheureusement, mal entourés, on va dire, par des gens qui ne sont pas dans le raisonnement,
qui sont encore persuadés qu'il y a une fillette qui a été assassinée à Outreau, qui sont persuadés qu'il y avait des réseaux, qui sont persuadés, et ils s'appuient sur ce fameux verdict de Saint-Omer pour le prétendre, puisqu'il y a marqué qu'effectivement, c'est coulé dans le marbre, qu'il y avait de la prostitution. Donc ils s'appuient là-dessus, et c'est très malsain, je pense. Moi, je suis pour la réconciliation des mémoires, si vous voulez. Je pense qu'on peut parfaitement dire, soutenir que les innocents, les personnes qui ont été accusées et qui ont été innocentées sont innocents, et que dans le même temps, les enfants n'ont pas menti pour les raisons que je vous expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire que le brouillard dans lequel ils étaient plongés, dans cette famille où on regardait des cassettes porno toute la journée, où on était violé 3 fois par semaine par les parents et les voisins. 3 fois par semaine, c'est ce qu'a dit M. Delay à l'audience, hein, quand même. Pris dans le tourbillon de cette affaire, effectivement, ils ont dit des choses, ils ne pouvaient plus savoir ce qui faisait partie du réel, mais ils ont, encore une fois, rien inventé du tout. Voilà. Ils ont exprimé leur traumatisme avec leurs mots, les mots qui étaient les leurs à l'époque, c'est des enfants qui sont tout petits, qui sont très jeunes. Il faut arrêter cette espèce ces polémiques absurdes qui n'ont pas lieu d'être. Mais alors c'est vrai qu'il y en a qui ne veulent rien comprendre. Enfin, il y a des gens qui continuent à écrire n'importe quoi. Enfin, il y a notamment un ancien journaliste de l'agence France-Presse qui n'arrête pas de... Lui, il pense qu'il y en a 5, qu'il y a eu 5 assassinats ou trop. Enfin, c'est du délire. On est dans le délire. On est dans le délire. Et je pense que... Il faudrait que les enfants trouvent la paix, ne passent pas leur vie. Il y a un moment où il faut sortir de son état de victime, quoi. Il faut essayer de se projeter vers l'avenir. Autrement, on reste enfermé dans la nasse. Et puis, il y en a un, l'aîné, je crois, qui est en prison en ce moment. Pour violence conjugale. Vous avez entendu ça également. Voilà, il est en prison, alors pour violence, je crois, sur sa concubine. Enfin, je ne sais pas. Je ne connais pas les raisons exactes. Mais enfin, voilà, donc ils ne vont pas bien. Voilà, on peut dire qu'ils ne vont pas bien. Mais s'ils ne vont pas bien, c'est parce que, quelque part, ils se sentent trahis, parce qu'ils ne supportent pas. Et je le comprends parfaitement qu'on les traite de menteurs après tout ce qu'ils ont vécu. C'est pour ça que moi, j'insiste en disant non. Mais ils ne sont pas menteurs. Et dire qu'ils ne sont pas menteurs, ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas innocents. Merci beaucoup, Gilles Antonovitch. Je rappelle que vous êtes avocat et vous êtes l'auteur du livre Outreau, l'histoire d'un désastre aux éditions Max Milo. Voilà. Merci.